Les circonstances de découverte des déficits immunitaires primitifs. Ce cours est destiné aux résidents en pédiatrie. Les objectifs de ce cours sont de définir un déficit immunitaire primitif ou DIP, connaître la classification des DIP, suspecter un DIP sur des arguments anamnéstiques et cliniques et demander un bilan de première intention en cas de suspicion d'un déficit immunitaire primitif. Introduction. Les déficits immunitaires primitifs sont un ensemble hétérogène d'affections génétiquement transmises. À peu près 300 maladies ou déficits immunitaires primitifs sont décrits jusqu'à notre jour et ces maladies résultent en fait d'anomalies du développement, de maturation ou de fonctionnement des cellules du système immunitaire, ce qui entraîne une susceptibilité accrue aux infections, mais également d'autres dysfonctionnements immunitaires, notamment des manifestations allergiques, auto-immunes, des cancers du système immunitaire. Mais il faut faire attention, il faut exclure un déficit immunitaire secondaire avant de retenir le diagnostic du déficit immunitaire primitif, dont l'infection par le HIV. Ces maladies sont le plus souvent à révélation précoce. L'expression clinique elle est très hétérogène, des formes polysymptomatiques aux infections sévères pouvant engager le pronostic vital. Le diagnostic des DIP il est biologique. Ça permet donc le bilan biologique de confirmer le diagnostic de DIP, mais également de préciser le type. Et ce diagnostic doit être effectué précocement afin de permettre une prise en charge précoce et éventuellement améliorer le pronostic. Quelle est la classification des DIP? Les DIP, on a dit que c'est à peu près 300 maladies. Ces 300 maladies sont groupées en 8 groupes dans la classification de 2015 et ces groupes sont définis en fonction du mécanisme du déficit immunitaire, en fonction des cellules impliquées. Ainsi, on distingue les DIP combinés de l'immunité cellulaire et immorale. Ces déficits combinés, ce premier groupe, sont caractérisés par l'absence de lymphocytes T. Les lymphocytes B peuvent être présents ou absents et en fonction de l'anomalie, on peut avoir soit les déficits immunitaires combinés sévères T-B+, NK-, ou les SCID T-, B+, NK+, etc. Donc, c'est plus qu'une trentaine de maladies dans ce groupe de déficits immunitaires combinés. Le deuxième groupe, c'est le déficit immunitaire de l'immunité immorale avec une anomalie des lymphocytes B et ou des immunoglobulines. Ainsi, on distingue les déficits de l'immunité immorale avec déficit ONADA ou la gamma-globulinie liée à l'X, les déficits sélectifs des immunoglobulines tels que le déficit en IgA, le déficit en sous-classe d'IgG, etc. Troisième groupe, le déficit de la phagocytose. Ils sont caractérisés par une anomalie congénitale de la phagocytose, que ce soit le nombre, la fonction ou les deux des cellules impliquées dans la phagocytose. Parmi donc ces déficits les plus connus sont le déficit de la granulomatose septique chronique, l'ineutropénie. Voilà, donc les défauts d'adhésion leucocytaire, la granulomatose septique chronique, comme j'ai dit. Quatrième groupe, les déficits syndromiques. Donc, ce sont des déficits immunitaires associés à des anomalies syndromiques, soit une thrombopénie congénitale, soit une anomalie de réparation de l'ADN, comme par exemple la bacillolangectasie, le syndrome de Leishman, le syndrome de Bloom, soit une anomalie osseuse, une dysplasie osseuse humaine, soit une anomalie thymique, donc une hypoplasie du thymus avec des anomalies congénitales comme le syndrome de Dijorge. Cinquième groupe, les déficits immunitaires avec dysrégulation immunitaire. L'exemple type, c'est le syndrome de lymphohistiocytose familiale ou le syndrome du mophagocytose familiale. Donc, c'est toujours dans ce même cinquième groupe. Les déficits de l'immunité intrinsèque et innée, c'est le sixième groupe avec, donc, il regroupe plusieurs maladies, notamment la prédisposition aux infections invasives bactériennes.
Le 7e groupe, les déficits immunitaires avec désordre auto-inflammatoire. Donc, il comporte également plusieurs groupes, dont le groupe des maladies des fièvres récurrentes, dont la maladie, la fièvre familiale méditerranéenne. Et finalement, le 8e groupe, les déficits en complément, et en fonction du type de complément, on définit donc plusieurs types de sous-groupes dans ce groupe de déficit immunitaire. On va voir maintenant quelques données épidémiologiques. Les DIP sont certes des maladies rares avec une incidence dans le monde de 1 cas sur 5000 naissances. En Tunisie, elles sont fréquentes du fait de la forte consanguinité, ce qui favorise les formes autosomiques récessives. On n'a pas de registre national pour les déficits immunitaires, mais ce papier a été publié en 2015 par l'équipe du centre de Grève. Ils ont rapporté à peu près 710 cas en 25 ans, ce qui nous fait une prévalence de 4,3 pour 100 000 habitants. Et cette incidence, elle est variable en fonction des régions. Elle est importante dans les régions où le taux de consanguinité il est important. Toujours dans cet même article qui montre qu'il y a une nette augmentation de l'incidence des déficits immunitaires au cours de ces dernières années. Et ceci, je pense, n'est pas en rapport avec une augmentation réelle de l'incidence, c'est plutôt une amélioration des moyens de diagnostic de ces maladies qui sont de plus en plus connues. Donc l'incidence, on a dit, en Tunisie, c'est à peu près 4,3 pour 100 000 habitants. Au Maroc, elle est de 0,8, mais probablement le taux exact n'est pas connu, donc il y a plusieurs cas qui ne sont pas diagnostiqués. À l'inverse, au Koweït, elle est aux alentours de 12. En France, elle est aux alentours de 5,5, mais la majorité sont d'origine maghrébine. L'âge de début de manifestation, il est variable dans les DIP en fonction du type de déficit immunitaire. Dans les DIC, il est précoce dès les premiers mois de vie. Dans les déficits d'immunité humorale, le début commence à partir du 6e mois lorsque on assiste à une diminution, une disparition des anticorps d'origine maternelle et l'apparition des anticorps d'origine du bébé ou de l'enfant. Et on arrive maintenant, quand faut-il penser à un déficit immunitaire? Les signes d'appel des déficits immunitaires sont dominés par les infections et la caractéristique de ces infections, c'est qu'elles sont récurrentes, sévères, parfois à germes opportunistes et répondant mal au traitement habituel. Mais les DIP peuvent également se révéler ou peuvent se manifester par des manifestations non infectieuses, dont les maladies auto-immunes, des manifestations allergiques ou un retard de croissance. Il peut également se révéler donc par des antécédents familiaux de déficit immunitaire primitif ou de signes cliniques similaires ou même des décès au bas âge. Donc, habituellement, lorsqu'on dit infection à répétition, ça peut être plusieurs types d'infections. En fait, ça peut être plusieurs épisodes d'otite par an, 8 otites par an, plus de 2 sinusites par an, plus de 2 mois de traitement antibiotique par an, 2 pneumonies par an, un ralentissement de la croissance, des épisodes de fièvre très importantes, des infections par des champignons persistants ou des candidoses ou un muguet buccal récidivant, la nécessité d'un traitement antibiotique par voie IV, des infections sévères dans l'année ou des cas connus de déficit immunitaire dans la famille. Face à ces signes d'appel, il faut faire un bon interrogatoire de l'enfant et de sa famille éventuellement. Dès la période néonatale, il faut rechercher donc des anomalies à type d'un retard de la chute du cordon, d'une emphalite sévère, de signes digestifs, de crise convulsive en rapport avec une hypocalcémie, de cardiopathie, de manifestations cutanées, de complications vaccinales, telles qu'une BCG par exemple. On essaie également de tracer l'histoire de la maladie, l'âge de début des manifestations, le mode de début, le type et la fréquence des épisodes d'infection antérieure, leur gravité, les signes associés, diarrhée chronique par exemple, un eczéma, un retard de croissance, les traitements reçus. Il faut également rechercher les antécédents familiaux, notamment la consanguinité parentale qui doit nous orienter vers une maladie autosomique récessive, des cas similaires déjà connus dans la famille, mais parfois c'est tout simplement des décès au bas âge de causes inexpliquées
ou dans un tableau d'infection à répétition. Il faut essayer de tracer l'arbre généalogique qui peut être très informatif au mode de transmission. L'examen clinique qui doit préciser donc le type de l'infection, le site, les signes de gravité. Donc on peut trouver un muguet buccal et comme je dis lorsque il est à répétition, ça c'est en faveur il faut rechercher un déficit immunitaire. Ça c'est une BCG révélatrice d'un type de prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes par déficit complet en récepteur bêta-1 de l'interleukine 12. Une omphalite qui peut révéler un déficit des molécules d'adhésion leucocytaire. Une nécrose de la columelle secondaire à une infection à Pseudomonas aeruginosa qui était en rapport avec une agammaglobulinémie. Une infection sévère cutanée chez un nouveau-né de 4 jours avec une gangrène du périnée, des organes génitaux, maladie de Fournier. Et là, donc, chez ce nouveau-né, la réalisation d'une numération sanguine oriente d'emblée vers un déficit immunitaire en visualisant une lymphopénie sévère à 30 avec une neutropénie à 40 pour un chiffre total de globules blancs à 130. L'examen clinique doit rechercher donc le retentissement de ces épisodes infectieux sur la croissance en mesurant le poids, la taille, la trophicité de l'enfant, tracer la courbe de croissance. Il faut déterminer le volume de foie et de la rate, la présence ou l'absence d'amygdale, de végétation adénoïde ou de ganglions. L'examen clinique doit rechercher les signes associés également non infectieux qui peuvent orienter vers le déficit immunitaire primitif et une dysmorphie faciale qui est ici caractéristique d'un syndrome d'hyper-IgE ou une dysmorphie faciale avec un visage triangulaire, un hyperpylorisme qui oriente plutôt vers un syndrome de Dijorge par dilution en veine du Q11, une érythrodermie qui oriente vers un syndrome d'Omen, des télangiectasies cutanées ou oculaires qui orientent vers un syndrome d'ataxie télangiectasie, des lésions purpuriques du visage au cours donc du syndrome de Wiskott-Aldrich. Et on arrive au chapitre le bilan de première intention. Les examens biologiques à effectuer, une numération de la formule sanguine à la recherche d'une lymphopénie qui peut orienter vers un DIP combiné, une neutropénie. Il faut rechercher une hyperéosinophilie qui peut se voir en cas de syndrome d'Omen ou syndrome de Buckley, une anémie régénérative qui peut être en rapport avec une anémie hémolytique auto-immune qui peut se voir dans certains cas de déficit immunitaire primitif, les thrombopénies. Une thrombopénie auto-immune peut se voir dans un certain nombre de déficits immunitaires, notamment le syndrome de Wiskott-Aldrich ou le déficit immunitaire commun variable ou même le syndrome d'hyper-IgM. À côté de la numération formule sanguine, en première intention également, il faut effectuer un dosage pondéral des immunoglobulines, les IgG, les IgM et les IgA. Il apporte des éléments de diagnostic aux déficits humoraux, mais également les déficits combinés. Le dosage des IgE, les sérologies post-vaccinales et ou post-infectieuses qui permet d'apprécier la capacité de production d'anticorps spécifiques. On peut également faire une radiographie de thorax à la recherche de l'ombre thymique qui peut être absent et ça nous oriente vers le syndrome de Dijorge, mais le bilan radiologique initial peut également rechercher des complications infectieuses, notamment ici une aspergillose pulmonaire invasive avec donc localisation cérébrale également. Des complications pulmonaires à type de dilatation de bronches ou de pneumopathie interstitielle. Finalement, on se trouve dans 3 situations au bout de cette enquête clinique et biologique, ce bilan de première intention. La première situation, c'est qu'on se trouve chez un nourrisson de moins de 3 mois ou devant des infections qui ont débuté avant l'âge de 3 mois, avec des infections à germes opportunistes et ou des infections sévères à CMV. Et ça nous oriente d'emblée vers un déficit immunitaire combiné. La deuxième situation, c'est que le début des infections a commencé au-delà de 6 mois, avec des infections bactériennes sévères, essentiellement ORL, pleuropulmonaire, une méningite, une automyélite. Leur caractère répété ou très lent, ça oriente vers un déficit de l'immunité humorale. Finalement, la troisième situation, on se trouve devant des infections à pyogènes ou à champignons ou à mycobactéries,
avec ou des méningoencéphalites herpétiques, et ça nous oriente vers un déficit de la phagocytose ou une anomalie quantitative ou qualitative des polynucléaires neutrophiles, voire plus rarement un déficit en complément. Donc, en conclusion, le diagnostic de déficit immunitaire primitif doit être évoqué devant des infections sévères et ou fréquentes et ou d'évolution inhabituelle. Donc, l'anamnèse, elle est très importante, elle va nous orienter vers le type de déficit immunitaire. Le bilan initial doit comporter une numération formule sanguine, dosage pondéral d'immunoglobuline, les IgE et un bilan radiologique. Et la confirmation diagnostique, elle est donc basée sur un bilan immunitaire spécialisé à l'Institut Pasteur. On passe maintenant à quelques auto-évaluations, quelques questions. Et question 1, quelles sont les situations où un déficit immunitaire doit être suspecté? Plus de 2 sinusites par an, plus de 3 otites par an avant l'âge de 4 ans, plus de 2 pneumopathies dans l'enfance, des épisodes de fièvre récurrente, une méningite à méningocoque. Donc, plus que 2 sinusites par an. Pour les otites, c'est plus que 3 otites, c'est plus que 4 otites par an, voire 8 otites par an. Plus que 2 pneumonies par an, mais non pas dans l'enfance. Des épisodes de fièvre récurrente, une méningite à méningocoque. Concernant le déficit immunitaire de l'enfant, plus le déficit immunitaire est sévère, plus l'atteinte est précoce. Un déficit immunitaire immoral prédispose aux infections à germes encapsulés. Une neutropénie prédispose aux infections à germes encapsulés. Une asplénie prédispose aux infections à pneumocoque. Une asplénie prédispose aux infections à hémophilus. Et la réponse juste, c'est A, B et D. En fait, donc, l'asplénie prédispose aux infections à pneumocoque. Question 3. Quels examens font partie du bilan initial devant la suspicion d'un déficit immunitaire chez l'enfant? Numération formule sanguine, IgE, dosage pondéral d'immunoglobuline, dosage du complément et sérologie post-vaccinale. Et la réponse est vraie, c'est la numération formule sanguine, le dosage pondéral d'immunoglobuline et les sérologies post-vaccinales. Concernant le déficit immunitaire combiné sévère, c'est le plus fréquent de tous les déficits immunitaires. Il n'y a pas de lymphocyte T. Les infections opportunistes se débutent à l'enfance. Le pronostic il est variable et il peut exister une diarrhée et un retard de croissance. Donc, c'est le plus fréquent, non. Donc, la réponse vraie, c'est qu'il n'y a pas de lymphocyte T. C'est un déficit qui est rare, les DIX. Et les infections débutent très précocement avant l'âge de 3 mois et le pronostic il est sévère. Cinquième question, concernant le déficit en HLA classe 2, il est parmi les déficits immunitaires combinés. Il est fréquent en Tunisie. Il peut se manifester par une diarrhée chronique et un retard de croissance. Le taux de gamma-globuline il est normal et il est associé à un risque d'infection opportuniste. Et donc, toutes les réponses sont justes sauf le taux de gamma-globuline normal. En fait, on a une anomalie, une hypogamma, voire une agamma-globulinie le plus souvent.